Alors, merci pour le choix de la thématique. On va parler de la chute chez le sujet âgé. On va voir que finalement, souvent, chacun de nous, et surtout vous, en tant que médecin généraliste, vous avez été un jour, ou plusieurs fois, confronté à une chute, à une plainte de chute chez une personne âgée. Et on va voir finalement quels sont les tenants et les aboutissants. Quand bien même elle paraît banale, quand bien même elle paraît finalement classique, chez une personne âgée qui ne voit pas bien, qui va trébucher, qui va peut-être glisser, ben on va voir quelles en sont les conséquences. Alors, inutile de vous parler du vieillissement de la population, c'est les personnes âgées. Et fait important, les 3/4 de ces chutes vont survenir chez des personnes qui sont justement parfaitement autonomes, qui ne sont pas grabataires, qui ne sont pas fragiles. Et on va voir que quand bien même ces personnes sont dites autonomes, eh bien cette chute qui va survenir va être responsable soit d'une perte de la dépendance, soit une perte de l'autonomie, soit véritablement, in fine, le décès. 12 000 décès par an, justement. 50 000 fractures de col par an, c'est énorme. Et on va voir les gros problèmes de la fracture de col. On ne va pas parler des problèmes d'autonomie dont on a parlé, on ne va pas parler de la perte d'autonomie, mais on va surtout parler aussi des complications post-opératoire d'une fracture du col du fémur. Et in fine, un patient qui va très bien, qui était autonome, qui est tombé pour une raison ou une autre, peut-être banale, peut-être un peu moins banale, on le verra dans un petit moment, eh bien si fracture il y aurait, la chirurgie va risquer de le tuer. C'est dire la gravité, c'est dire l'importance de cette thématique. Et enfin, pour les personnes qui ne vont pas avoir de fracture, c'est 25% de fracture du col. Pour les autres cas, on sait que dans les grosses études qui ont été démontrées à l'étranger en particulier, 40% de ces personnes-là qui étaient parfaitement autonomes, qui sont tombées pour une raison ou une autre, 40% vont être institutionnalisées. C'est dire, là aussi, la gravité de cette situation. Et puis, quelque chose qui a été bien démontré. Une personne âgée qui va tomber, qui va rester longtemps au sol, qui aura du mal à se relever, c'est quand même 50% de décès à 1 an. Plus le moment est important, plus le risque de décès est important. Alors, on va voir un petit peu des chiffres qui font peur, des chiffres qui font mal, mais des chiffres qui sont réels. En France en particulier, quand on voit un petit peu, on a pris tout âge confondu, toutes les activités, toutes les mortalités par accident de la vie courante, eh bien, chez la personne âgée, la chute est la première cause. Et les 3/4 de décès par chute surviennent chez les plus de 75 ans. C'est des chiffres qui sont réels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde ? Eh bien, dans le monde, selon l'OMS, eh bien, effectivement, le risque de décès est très important et c'est la deuxième cause de décès accidentel après les AVP. Et c'est 8 fois plus important chez les sujets de plus de 80 ans. Et quand on voit un petit peu, on a vu des données qui intéressent tous les continents, eh bien, dans 80% des cas, c'est quand même les pays en voie de développement où c'est le plus grave. Alors, pourquoi la chute est-elle fréquente ? On va essayer d'y répondre. Et surtout, pourquoi est-elle grave ? Alors, pourquoi est-elle fréquente ? Tout simplement parce qu'on sait que quand on vieillit, le vieillissement cérébral va faire qu'on aura, finalement, une réduction de certaines efférences et de certaines afférences. Des réductions, notamment au niveau des afférences périphériques, comme vous le voyez. Il suffit d'avoir une presbytie, il suffit d'avoir des baisses, une presbyacousie, il suffit d'avoir aussi des anomalies au niveau de la proprioception, on va en parler, et puis bien évidemment, on sait qu'il y a une fonte musculaire, on sait qu'il y a de l'ankylose qui s'installe, et bien tout cela va faire que les afférences périphériques vont en être touchées. Et puis, quand l'information va arriver au niveau du cervelet en particulier, et au niveau vestibulaire, au niveau central, on sait que chez la personne âgée, eh bien, ce temps de réaction sera assez rallongé avec, in fine, la survenue d'une chute en cas d'instabilité posturale. Et donc, cette problématique est due en particulier, le patient va très bien. Je vais quand même prendre la peine de voir quelle est sa vitesse de marche. Plus sa vitesse de marche est faible, plus le risque de chute est très important. On sait aussi qu'il y a une réduction des amplitudes de dorsiflexion, une réduction de l'extension des genoux qui font que tout cela va entraîner rapidement un risque de chute chez ces personnes-là de façon purement physiologique. Et ça a été démontré, je viens de vous parler de la vitesse de la marche. La vitesse de la marche est un indice pronostic de décès. Plus la vitesse est basse, plus le risque de décès, parce qu'in fine, il y a une chute qui va survenir avec toutes les complications que cela comporte chez le sujet âgé. Alors,
Avant d'aller plus loin, je vais vous parler d'une dame, Madame Faiza, 76 ans. 76 ans qui allait très bien, hypertendue, sous amlodipine, 5 mg par jour. Depuis 6 ans, tout va bien. Parfaitement autonome, aucun dégât cognitif, rien du tout. 5 jours, fracture sur une chute. Elle tombe, en fait, ça va être des insultes. On va essayer de calmer tout le monde. Et on va donner quoi? On va donner souvent des psychotropes pour calmer les choses. Finalement, la patiente, elle s'en est sortie. Tout est rentré dans l'ordre. 3 semaines plus tard, elle rentre à la domicile. Sauf que durant ces 3 semaines, cette patiente était restée hospitalisée. Sachez que la chute, quand elle survient, si vous ne faites pas lever rapidement votre patient, quand bien même il y a une fracture, c'est vrai qu'on va avoir l'absence, l'éviction de l'appui sur la zone, la région fracturée. Il faut qu'il y ait une kinésithérapie contre résistance. Il faut qu'il y ait un certain nombre de paramètres à mettre en place. Sinon, c'est la désadaptation psychomotrice et c'est le refus de se relever. La patiente est devenue grabataire, escarre survenu à 1 mois, se laisse aller, refus de s'alimenter et le décès à 3 mois. C'est une réalité, c'est un cas clinique qui est réel. C'est dire, là encore, la gravité de la chute chez la personne âgée. Je vous rappelle que c'était une dame relativement jeune, 76 ans. Je vous rappelle que la définition de sujet âgé, au-delà de 75 ans, et qu'on parle de gériatrie véritablement à partir de 80 ans. Donc, pathologie en cascade, c'est clair, perte d'équilibre, chute, fracture du col, chirurgie, confusion, grabatisation chez Madame Faiza et le décès. Deuxième autre cas clinique, là aussi réel, c'est Montasser, 81 ans, qui, en trébuchant sur un tapis, est tombé. On a été fort, tout le monde s'est alerté, la famille, etc. Examen clinique normal, radiographie tout à fait normale et retour à domicile. Sauf que, à 72 heures, patient qui s'est rapidement dégradé, examen clinique, hypotension par hypovolémie, marbrure au niveau des membres inférieurs, confusion avec un Glasgow à 13. Monsieur Montasser avait un sepsis à point de départ urinaire. Donc finalement, on part de causes dites banales, on trébuche, on n'a pas bien vu le tapis, la babouche est tombée, on a perdu un petit peu d'équilibre, ce n'est pas grave, mais in fine, peut-être que finalement, c'était véritablement une infection chez ce monsieur qui a entraîné, qui a rendu compte, qui a entraîné la survenue de cette chute, c'est ce patient de 81 ans. Et c'est donc, ça me fait bien évidemment parler de ce raisonnement gériatrique spécifique que je pense que tout le monde connaît maintenant, le fameux 1 + 2 + 3, dont on a parlé, il me semble, assez souvent, où là, pour le coup, pour monsieur Montasser, contrôle posturaux désadapté, trouble de la marche, l'ostéoporose, et l'infection urinaire, ça donne de l'hypovolémie, ça donne de la déshydratation. Eh bien, la hypovolémie va entraîner une hypotension orthostatique. Et le facteur précipitant, c'est peut-être le tapis qu'on a pensé être à l'origine de cette chute. Et n'oublions pas le cercle vicieux. Personne âgée qui va avoir une petite maladresse, qui va tomber, elle va rester par terre quelque temps, on va être plus focalisé sur la chute et on va oublier de prendre des médicaments, notamment des anticoagulants ou alors des antiarythmiques en cas d'AVC, et donc passage en FA ou AVC cérébral. Deuxième situation, patient hypertendu qui est sous IEC, qui est sous thiazidique et qui va tomber. Il se relève, il n'y a pas de problème. Il va se relever, mais n'oublions pas une chose très importante. La masse musculaire chez la personne âgée a tendance à baisser. On est de 1% par an à partir de 40 ans, de façon physiologique. Encore plus de façon pathologique. Alors cette masse musculaire va faire que le patient a très peu de muscles. Mais quand il va tomber, quand bien même il va se relever tout seul, on va le relever grâce à une tierce personne, on aura une rhabdomyolyse. Et il ne faut pas oublier la rhabdomyolyse. Alors un monsieur hypertendu qui va très bien, qui est sous thiazidique ou qui est diabétique sous IEC, si jamais il est tombé, qu'on est passé à la trappe et qu'on n'a pas pris en considération le fait qu'il soit tombé quelques semaines auparavant, risque de nous faire une insuffisance rénale aiguë à cause de cette rhabdomyolyse surajoutée par rapport au fait qu'il est sous diurétique, qu'il est sous IEC et qu'il a peut-être très probablement une hypovolémie derrière. Alors, la chute, c'est des facteurs favorisants, on a bien vu, et ce sont des causes. Parmi ces facteurs, on va voir ensemble qu'il existe véritablement des facteurs intrinsèques liés au vieillissement normal. Mais on va voir qu'il y a des états pathologiques. N'oublions pas le cas de M. Montasser avec l'infection urinaire. Infection urinaire chez le sujet âgé de sexe masculin, c'est une prostatite jusqu'à preuve du contraire. Bien évidemment, les facteurs extrinsèques, je ne vous apprends
absolument pas. Mais ce qui est très important, c'est repérer cette notion de malaise et reprendre l'interrogatoire de façon minutieuse. Peut-être pas avec le patient, on est bien d'accord, mais au moins avec la personne qui a assisté à la chute. Alors, quels sont ces effets du vieillissement qui vont entraîner, rendre compte de la chute? Je vais passer rapidement, j'en ai déjà parlé. On a parlé de la baisse de la presbyacousie, de la baisse de l'acuité visuelle, on a parlé de la baisse de la sensibilité proprioceptive et de l'augmentation du temps de réaction qui fait que dès qu'il y a une instabilité posturale, la personne âgée n'a pas le temps de se redresser et de reprendre donc une position qui soit stabilisée, sans oublier les autres types, les autres paramètres qui rentrent en considération dans le vieillissement, dans les causes du vieillissement. Mais à côté de ces causes dites entre guillemets, de ces raisons dites entre guillemets physiologiques, n'oublions pas que finalement, en fait, toutes ces maladies que vous voyez devant vous vont rendre compte à un risque de chute. Mais je vais peut-être un petit peu m'attarder sur des choses qui doivent absolument vous parler. C'est l'infection, c'est l'hypovolémie, que ce soit la déshydratation, on sait que la déshydratation chez les sujets âgés est très fréquente, c'est l'hypotension orthostatique, soit par hypovolémie, vraie, mais aussi relative. N'oublions pas que l'insuffisance veineuse est fréquente chez la personne âgée. Et c'est les médicaments. Nous savons qu'un certain nombre de médicaments, soit ils vont nous donner une hypotension orthostatique, soit ils vont nous donner un syndrome confusionnel aussi peu sévère, qui peut ne pas paraître assez évident et qui va rendre compte, malheureusement, à une chute avec toutes les complications dont on a parlé. Alors, parmi les causes médicales, les causes cardiovasculaires. Alors, on a vu le 1 plus 2 plus 3, je ne me suis pas attardée parce qu'on en a déjà parlé. Le 1, c'est le vieillissement. Le 2, c'est une pathologie de cet organe qui est vieilli, qui a été traité, qui est compensé, ou peut-être non pas traité parce que non pas dépisté. Je vous rappelle l'atypie sémiologique de la personne âgée. Et puis le facteur 3 qui n'a aucun lien avec cette pathologie d'organe. Alors je m'arrête sur 2 points. On est dans l'atypie. Une chute, c'est ce que nous venons de dire, mais une chute, ça peut être la traduction d'un infarctus du myocarde. Une chute, ça peut être la traduction clinique d'une embolie pulmonaire, tout simplement par hypoxie. Alors, parmi les causes cardiovasculaires, vous avez les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, l'hyperthyroïdie, l'infarctus du myocarde, et si on se rappelle, on a parlé une fois de l'examen clinique chez sujet âgé, que l'ECG fait partie intégrante de l'examen clinique de la personne âgée. Les modifications tensionnelles, j'en ai parlé de l'hypotension orthostatique, et donc, s'il vous plaît, prenons la peine de mesurer, de prendre la tension artérielle en position debout, en position couchée, d'abord, puis en position debout, jusqu'à 5 minutes. Pourquoi c'est important? Parce que peut-être que ce monsieur est déjà tombé, peut-être qu'il n'est jamais tombé jusque-là. Et peut-être que si vous repérez cette hypotension orthostatique et que vous recherchez les causes par rapport à ce dont on vient de parler, eh bien, vous allez gagner beaucoup, aussi bien pour votre patient que pour tout le monde. Tout le monde est gagnant, dans le sens où vous allez prévenir une chute. Les modifications tensionnelles, donc hypovolémie, hypotension orthostatique. L'hypovolémie, l'hypoxie, l'embolie pulmonaire est fréquente. Le professeur Tzazi est parmi nous, elle est mieux placée pour nous en parler. Très fréquente chez la personne âgée. L'embolie pulmonaire est peut-être asymptomatique chez la personne âgée, si ce n'est une hypoxie qui va se manifester par un malaise et une chute. Et enfin, quelque chose que nous voyons encore dans notre pratique quotidienne chez nous au Maroc, ce sont les valvulopathies avec dégénératives ou rhumatismales, mais surtout dégénératives, le rétrécissement aortique serré. Regardez cette calcification. Donc pensez à bien zoomer le bouton aortique de vos malades quand vous demandez une radiographie pulmonaire. Un RAC serré, même s'il n'y aurait pas, selon les cardiologues, une indication chirurgicale, attention au risque de baisse du volume d'éjection systolique avec le risque d'hypotension et de chute. Les facteurs extrinsèques responsables précipitants une chute, on les connaît tous, on les connaît toutes. Vous qui êtes au premier plan, en avant-garde, médecine, de premier plan de nos patients âgés, prenez la peine, s'il vous plaît, prenez la peine de rechercher l'environnement dans lequel vit votre malade. C'est des choses qui paraissent assez basiques, mais qui sont d'une importance extrêmement cruciale chez nos personnes âgées. Et puis enfin, les facteurs intrinsèques. J'ai déjà parlé de l'hypotension orthostatique par hypovolémie. Recherchons-la, s'il vous plaît. C'est extrêmement important. Et puis la iatrogénie, n'oublions pas, à 75, on est à 5 médicaments, voire plus, par jour, à partir de 70 ans. L'hypotension orthostatique, à cause des médicaments, les antihypertenseurs, bien évidemment. Et une ordonnance, comme on le dit souvent, chez le sujet âgé, n'est jamais figée. Quelqu'un qui est sous antihypertenseur, qui passe par un cap un peu difficile,
que ce soit une hypovolémie, que ce soit une infection, et que j'ai une tension qui est plutôt dans le versant bas, je peux lever la main de façon momentanée d'un des antihypertenseurs pour éviter justement la iatrogénie. Et puis, l'hypoglycémie. L'hypoglycémie chez le sujet âgé est fréquente. L'hypoglycémie chez le sujet âgé n'est absolument pas symptomatique. La gravité de l'hypoglycémie chez le sujet âgé, c'est que, vous savez, nous avons dans notre corps, le pancréas a un rôle extrêmement important dans la contre-régulation hormonale de l'état glycémique. Quand on a un signal d'hypoglycémie, on a le glucagon qui s'enchaîne et on a les catécholamines avec ces signes neuroadrénergiques. Chez la personne âgée, on peut les oublier. Les signes neuroadrénergiques sont souvent émoussés. Souvent, le patient va arriver avec des hypoglycémies profondes, à 0,3. Alors, une chute, petit malaise, ça peut être une hypoglycémie, il faut y penser. L'hypoglycémie chez le diabétique, certes, mais l'hypoglycémie aussi chez le non-diabétique. On peut en parler, si vous le voulez bien, au niveau de la discussion. Merci, Monsieur le Président. Je vais très vite pour dire que les médicaments sont responsables aussi de la chute, par toutes les raisons qu'on vient de dire. Et puis, bien sûr, la démarche diagnostique, posons-nous un petit peu et prenons la peine d'étoffer, de prendre le temps de rechercher dans notre interrogatoire, très important, de voir les conséquences, les circonstances et surtout la notion de médicament. Et on sait que nous sommes très forts en automédication. Et ça, c'est un gros problème, en particulier chez la personne âgée. Alors, l'examen clinique, on recherchera tout ça. Et puis surtout, on va évaluer si le patient n'a pas du tout eu d'impact crânien, n'a pas eu d'impact neurologique, je dirais, ou d'impact mécanique avec une fracture. Recherchez, s'il vous plaît, l'évaluation. Faites une évaluation posturo-motrice très, très important. Alors, les paramètres, les examens complémentaires, quelque chose qui doit être de façon systématique, ECG et la bio de routine. Le scanner cérébral ne sera fait que vous avez des signes neurologiques. Et si vous avez des signes neurologiques seulement. Pourquoi? Parce que souvent, le patient, on va retarder la prise en charge par la réalisation d'un scanner et on va oublier de passer, par exemple, tout simplement, de passer à côté d'une peut-être hypoxémie sur une embolie pulmonaire. Et puis, recherchons ces complications. Première complication, c'est des altérations psychomotrices que nous voyons très bien. En général, nos personnes âgées, la grosse problématique, c'est que qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tellement peur qu'il retombe, cette personne âgée, on a tendance à vouloir la trop materner, la couver. Ne faisons pas bouger nos patients âgés de peur qu'ils ne tombent une deuxième fois, c'est une erreur. Pas de fracture, faisons lever nos personnes âgées rapidement pour éviter cette grosse complication qui vient dans 30% des cas et qui est responsable, malheureusement, rapidement, d'une, entre guillemets, régression psychomotrice avec gravatisation et le décès qui survient. Et enfin, j'arrive au traitement. Attitude thérapeutique, si je traite la cause, bien sûr, je vérifie l'hypotension orthostatique, je vérifie les médicaments et je reviens sur les médicaments. Je n'oublie pas, bien évidemment, de rechercher les deux causes dont on a parlé, l'hypovolémie, infection, anémie, médicaments, et les médicaments, et puis la prise en charge comportementale. Mais le mot d'ordre, c'est la corrélation, la collaboration avec les différents partenaires dans l'activité de soins, c'est la kinésithérapie précoce. C'est la kinésithérapie qui permet rapidement de corriger ces troubles de la rétropulsion et d'éviter rapidement la perte d'autonomie. Alors, cette kinésithérapie a bien été démontrée que quand on améliore la vitesse de marche chez ces malades, eh bien, vous permettez de baisser la mortalité de 12% par an. Ça a été bien démontré, c'est extrêmement important. Et puis, les mesures préventives. Une mesure préventive. À côté de la kinésithérapie, recherchons ce qui va très mal au niveau des pieds de nos patients, mais mettons nos malades sous vitamine D. Ça a été démontré, ça prévenait la chute parce que ça renforçait la musculature. Et enfin, l'importance de l'examen du pied, j'y tiens, j'y reviens beaucoup. Pourquoi? Parce que souvent, on trouve de grosses catastrophes. Et souvent, le pied, le patient âgé, il est souvent divorcé de ses pieds. Il ne les voit pas, il n'arrive pas à y accéder, il n'arrive pas à les soigner. Et donc, quand vous voyez l'état des pieds de vos patients, c'est déjà un marqueur de fragilité. Vous voyez dans quelles conditions, dans quelles circonstances ce patient y vit. Je passe rapidement la prévention de tout ce qui est environnemental, l'évaluation gériatrique dans vos cabinets, s'il vous plaît. Je recherche le risque de chute, mais je recherche tous les autres paramètres de fragilité, notamment la dénutrition, notamment la dépression et le déclin cognitif. Et j'espère arriver à la fin pour vous dire que c'est fréquent, oui, souvent banalisé, malheureusement, à tort. Ça peut, la chute, être la traduction de cliniques de maladies extrêmement graves qu'on n'a pas pu diagnostiquer parce que nous ne les avons pas recherchées.
Nous ne les avons pas recherchées parce qu'elles n'ont pas été symptomatiques au premier plan. Et attention au haut risque de complications. C'est le décès, c'est 50% de décès à 1 an si on reste immobilisé. C'est haut risque de complications post-chute à cause de cette désadaptation. Et c'est l'importance, la grande importance et la nécessité de la prévention par la réhabilitation. Et je vous remercie. Bon, avant de passer la parole à la salle, je voudrais quand même dire, on préfère parler, moi je préfère parler particulièrement de personnes de 3e âge et non pas de personnes âgées. Je me considérais âgé quand j'aurais perdu mes facultés intellectuelles, mais pas, je serais vieux en perdant un peu de mes capacités physiques. Donc là, on se considère toujours jeune quand on a encore sa capacité intellectuelle. Donc, la parole est à la salle. Il y a des questions. Moi, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Et j'ai toujours posé cette question. Faut-il opérer ou non les gens qui font des fractures du col du fémur? Parce que on voit ça tous les jours en tant que médecin généraliste, et qu'ils soient opérés ou non opérés, la plupart, on les perd au bout de 2 ans au maximum. Merci. Alors, je ne vais pas remplacer l'orthopédiste pour dire qu'une fracture du fémur, il y a des critères de chirurgie, bien évidemment. Maintenant, je vous ai dit que les 3/4 des personnes âgées qui tombent, et on le comprend très bien, ce sont des personnes autonomes. Ce sont des personnes qui vont bien. L'âge ne doit pas être une contre-indication à la chirurgie. Par contre, ce qui est très important, c'est justement, on sait que ces personnes-là vont nous faire des complications. Et c'est pour ça qu'elles décèdent, M. Brada. Donc finalement, en fait, et d'ailleurs ailleurs, en France par exemple, ou même dans les pays anglo-saxons, vous avez des services d'orthogériatrie. Parce qu'il a bien été démontré qu'une personne âgée, avec de grosses études, c'est d'évidence-based medicine, si on n'anticipe pas, si on ne prévient pas la confusion par des choses très simples, et par surtout l'anesthésie, et souvent les anesthésistes sont assez avenants par rapport à cela, quand on les sensibilise, vous gagnez beaucoup. L'âge n'est pas une contre-indication. Ce qui est une erreur, si je me permets, c'est qu'on pense qu'une personne de 80 ans a le même âge qu'à 50 ans. Ben non. Des modifications pharmacocinétiques, les produits anesthésiants qu'on utilise ne sont pas les mêmes, ne doivent pas être les mêmes. Et puis, tout ce qui va derrière, entre la kiné, le volet nutritionnel. On oublie la nutrition chez le sujet âgé. Un patient âgé, quand il est hospitalisé, même non opéré, est à 50% de risque de dénutrition. Encore plus quand on est opéré. Donc en fait, ce qu'il faudrait, il ne faut pas dire les choses, le verre est à moitié vide, mais il ne faut pas le vider complètement, il faut le remplir. Donc en fait, ce n'est pas parce que malheureusement on n'est pas encore sensibilisé, qu'il y a beaucoup de complications et qu'on voit qu'il y a beaucoup de décès chez des patients qui sont fracturés et opérés ou non opérés, qu'on se dit in fine à quoi ça sert de les opérer. Il faut les opérer, mais il faut justement faire bien, mais faire très bien les choses. Il y a une question là-bas au fond. Au fond. Une seule question et on passera à la séance prochaine. Bonjour madame, s'il vous plaît, pour l'hypotension orthostatique, c'est le sujet âgé. Est-ce qu'il y a un traitement efficace et qu'est-ce qu'on doit faire? Pour votre question, en fait, tout dépend de la cause. On sait qu'on a un vieillissement des barorécepteurs et on sait que les personnes âgées sont à haut risque de faire des hypotensions orthostatiques. Quand vous faites de l'hypotension orthostatique, quand nous avons un patient qui a une hypotension orthostatique, on va mesurer sa fréquence cardiaque en même temps. Soit vous allez avoir une accélération de votre fréquence cardiaque et donc c'est une hypovolémie. Et s'il y a une hypovolémie, soit elle est vraie, une anémie à 10, c'est pas normal chez une personne âgée. On va savoir pourquoi. Soit c'est une infection, soit c'est une déshydratation, soit c'est un patient qui est sous-diurétique et qui est dans une situation où il fait très chaud, où il a une gastroentérite ou je n'en sais rien. Bref, vous avez une hypovolémie vraie et puis vous avez l'hypovolémie relative. C'est quoi l'hypovolémie relative? C'est insuffisance veineuse. Mettons des bas de contention déjà. Et puis après, s'il n'y a pas d'accélération de la fréquence cardiaque, on est dans la dysautonomie. C'est là où il y a des médicaments qui malheureusement n'existent pas chez nous au Maroc. Et là, on met les patients. Mais on ne traite pas les malades comme ça. Il faut qu'on sache quelle est la cause de cette hypotension orthostatique.
Bien, merci bien, madame. Oui. Et puis les éduquer, oui, merci Madame Tzazi. L'éducation thérapeutique, c'est quoi? C'est d'abord ne jamais se lever directement. Et puis bon, comme j'étais prise par le temps, je voulais parler d'un moment quand j'ai parlé de l'hypotension orthostatique. N'oubliez pas que le principal repas de la personne âgée est le repas du midi, ce qui est la chrononutrition, sa sécrétion planquinique, etc. Et à ce moment-là, toute la circulation va aller au niveau du débit splanchnique. Et donc, souvent, on a des hypotensions postprandiales. Alors, merci, Madame Tzazi, de me lancer un message. C'est que les antihypertenseurs, s'il vous plaît, ne les donnons pas à nos personnes âgées à midi. C'est une erreur. On a déjà de l'hypotension orthostatique ou de l'hypotension tout court postprandiale. Si à cela s'ajoute le médicament qu'on prend vers les coups de midi, vous êtes sûr que le patient va nous faire des complications de chute. Et autre chose, l'hypotension orthostatique, c'est aussi l'hypovolémie cérébrale et complications à ce niveau-là. Bon, le trophée MG Maroc sera